Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je suis Régis Méran, je suis à la fois anthropologue et journaliste, et puis je vais tenter d'animer cette rencontre entre Marie-Cécile Nave et Sarah Durieux. Marie-Cécile vient de publier, enfin elle publie 2 livres, il y a un essai qui vient aussi de sortir qui s'appelle Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Et puis donc, ce livre-là sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire Géopolitique des féminismes, c'est une sorte de petit manuel scolaire, on pourrait dire, ce qui n'est pas évidemment péjoratif dans ma bouche, paru aux éditions Erol, et qui a l'intérêt, avec un certain nombre de fiches, d'aborder plusieurs thématiques qui permettent de cerner la dimension mondiale des questions autour du féminisme, à la fois par aire géographique et puis également de manière transversale en abordant un certain nombre de thématiques. Et comme je le disais juste avant que ça commence, en aparté, ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect, même si le féminisme comporte toujours une dimension politique, disons qu'il y a un des aspects tout à fait intéressants qui est traité dans cet ouvrage, c'est l'aspect politique au sens partisan, au sens idéologique, et donc tout l'aspect du backlash, du retour de politique réactionnaire antiféministe, ce qui est quand même une nouveauté très inquiétante. Et donc, ou à côté de Marie-Cécile Nave, nous avons Sarah Durieux, qui est co-directrice, c'est bien co-directrice qu'il faut dire, de la Fondation Multitude, qui s'intéresse aux questions de démocratie représentative, en lien notamment avec les questions de féminisme. Donc voilà pour cette réunion, et cette présentation très rapide. Eh ben, peut-être qu'on peut commencer par écouter Marie-Cécile, qui peut peut-être nous dire un mot. Bon, ce qui m'a intéressé, par exemple, ça peut être une façon de lancer la conversation, c'est l'utilisation du terme de fémonationalisme, c'est-à-dire c'est un concept qui désigne la façon dont le féminisme peut être utilisé, réutilisé, détourné. Le combat féministe peut être détourné par des théoriciennes et théoriciens nationalistes, et pour mener en réalité une contre-offensive. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est la. Mais je propose de commencer là-dessus, mais évidemment, on traitera d'autres sujets par la suite. Merci beaucoup, Régis. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour cet échange sur ce livre qui a paru le 2 mars dernier. Et donc, je voudrais, avant de te répondre directement, Régis, revenir sur le titre parce qu'on a souhaité parler des féminismes au pluriel, géopolitique des féminismes. Moi, j'y tenais vraiment, c'était des discussions avec Erol, parce que les féminismes sont pluriels. Ils ont parfois des débats, des discussions qui peuvent être importantes, qui peuvent être vives, mais qui sont toujours le signe d'une grande vivacité, à la fois dans les mouvements, dans les modes d'action, dans les sujets traités, dans l'agenda politique et géopolitique qui sont les leurs. Et donc, ça me semblait important de parler des féminismes au pluriel dans une approche géopolitique. Et aussi parce que je crois on a toutes et tous, en tout cas c'est mon sentiment, à apprendre des autres. On gagne toujours à ouvrir le regard, à voir ce qu'il se passe ailleurs pour à la fois se remettre en question, mais aussi pour s'enrichir nous-mêmes et pour découvrir de nouvelles idées. Ça me tenait à cœur finalement d'éviter absolument, j'espère que j'y suis vraiment arrivée dans l'ouvrage, qui est un ouvrage certes qui peut s'adresser à un public scolaire, mais c'est vraiment grand public en général. J'espère être parvenue à déjouer le piège de l'ethnocentrisme, de l'occidentalocentrisme, parce que sur les questions féministes comme sur d'autres questions,
on a eu tendance pendant de nombreuses années peut-être à considérer qu'il y avait un féminisme occidental et puis le reste du monde auquel on pouvait apprendre des choses, mais duquel on n'avait pas forcément grand-chose à apprendre, et c'est totalement faux, bien sûr. On a beaucoup à progresser, à regarder ce qui se passe ailleurs. Il suffit de regarder la situation en Iran aujourd'hui pour voir que il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ces mobilisations. Donc, pas d'ethnocentrisme, pas d'occidentalocentrisme, mais pas de relativisme non plus. Il ne s'agit pas de dire que tout se vaut. Au contraire, on peut toujours avoir un regard critique sur ce que l'on observe ici ou là. Donc, effectivement, c'est un livre qui parle des avancées, des combats féministes aujourd'hui, avec une prise de recul historique, bien entendu, afin de, comme disent les éditeurs, prendre du champ, je cite les éditions Erol, prendre du champ, prendre un peu de recul dans le temps, et pour regarder les progrès, les reculs en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en matière de droits des femmes, et pour se dire que certes, il y a d'énormes progrès qui ont été réalisés au cours du siècle dernier et au début de ce siècle. Il y a beaucoup de raisons d'espérer et beaucoup de raisons d'être optimiste sur l'avancée de l'égalité. On y reviendra bien sûr longuement. Et puis, il y a aussi des reculs et des tentations de retour en arrière, des tentations conservatrices, voire réactionnaires, dont le fémonationalisme dont tu parles, Régis, qui est une sorte d'instrumentalisation aussi de certaines formes de féminisme qu'on va observer de la part de l'extrême droite en Occident, mais aussi d'autres types de régimes, par exemple dans les pays autoritaires ou théocratiques, considérant à utiliser les idées féministes pour les tordre dans le sens qu'on veut leur donner, pour défendre des idées racistes, pour aussi faire reculer les droits des femmes, et ce derrière un discours parfois glorifiant la femme, la nature, la maternité, etc., etc. Je prends un exemple qui est assez international et qui revient sur le devant de la scène, l'idée qu'en interdisant l'avortement, par exemple, et ça c'est valable pour de très très nombreux pays du monde, mais y compris des démocraties, et peut-être on y reviendra avec l'exemple américain, mais pas seulement, l'idée qu'en interdisant l'avortement, eh bien, on pourrait conjurer des changements démographiques, des évolutions démographiques, permettant par exemple de stopper l'immigration, permettant de stopper le multiculturalisme. Ce sont des discours qu'on retrouve dans l'extrême droite polonaise, dans l'extrême droite hongroise, dans l'extrême droite américaine, dans l'extrême droite brésilienne, et aussi en France en ce moment, avec le discours sur les retraites de la part de l'extrême droite, avec cette idée que si les femmes blanches font plus d'enfants, et donc en interdisant l'avortement, on imagine que les femmes blanches vont faire plus d'enfants, eh bien, ça permettra de lutter contre l'immigration dite de masse. Donc, on a ce croisement entre les idées racistes, finalement, et les idées antiféministes, et ça fait partie de cette instrumentalisation dont tu parles. Et le fémonationalisme, on va le retrouver aussi dans une sorte de glorification de la nature. Donc, il y a une double instrumentalisation du féminisme, et puis du féminisme galvaudé, bien entendu, et puis d'un discours sur l'écologie, disant que les femmes sont renvoyées à la nature. C'est la glorification de la maternité, la glorification de la femme au foyer, la glorification de la femme dans l'espace domestique, le refus de se méfier de la médecine, se méfier de tout ce qui peut prendre soin des femmes, finalement, et ça rejoint le discours contre les droits reproductifs, contre la contraception, etc., etc. Mais si on poussait le discours le plus loin au maximum, on en arriverait à remettre en cause toute la médecine, finalement, puisqu'on est dans une glorification
corps naturel et de la défense de la nature. Voilà, quelques exemples pour illustrer un peu le propos. Merci Marie-Cécile. Alors en effet, c'est très complet ce que tu viens de dire, et ce qui est effectivement frappant, c'est que autant dans un certain nombre de supposées démocraties que dans des régimes autoritaires ou des dictatures, on a comme ça une avancée de mouvements qui critiquent le droit des femmes, qui le remettent en cause. Alors, tu soulignais par exemple la Hongrie, on pense aux zones LGBT-free par exemple. Donc tout ça est enrobé dans un discours extrêmement, enfin ultra conservateur, qui rappelle des choses qu'on a connues dans les traditions d'extrême droite en France sous Vichy, par exemple. Eh bien, c'était la glorification de l'éternel féminin, et donc avec effectivement toutes les dimensions que tu as évoquées tout à l'heure. Alors, et là je vais comme ça faire le lien avec Sarah Durieux, ce qui est tout à fait intéressant à analyser, c'est qu'on est dans une époque où en fait on a deux choses qui se confrontent, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un essor parfois inédit de revendications dans l'espace public de questions féministes et qui aboutissent d'ailleurs à des avancées notables. Et en même temps, on a en face un camp qui réagit et qui refuse ces avancées. Donc, ce qui est intéressant, donc, me semble-t-il, c'est aussi d'analyser, comme tu proposes de le faire, ces mouvements, l'évolution de ces mouvements féministes dans une dimension mondiale, dans la mesure où il y a des communications. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, avec la modernité actuelle, eh bien, par exemple, ce qui s'est passé en Iran a eu en fait des effets dans tout le monde occidental, par exemple. Ça a été suivi, en tout cas, ça a été suivi, commenté, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues internationaux. Donc, j'en profite donc pour poser la question à Sarah Durieux. Comment est-ce que vous analysez la façon dont se configurent aujourd'hui les revendications féministes sur le plan international? Merci beaucoup et merci beaucoup Marie-Cécile pour cet ouvrage, j'ai envie de dire, d'intérêt public. Je pense que c'est important et moi, c'était ma première réaction en lisant cet ouvrage, de rendre accessibles nos réflexions. Je pense qu'on a besoin de faire de la recherche, on a besoin de travailler entre experts et on a besoin aussi de faire ce travail de sensibilisation du grand public sur ces questions-là, parce que c'est fondamental. On l'a bien vu récemment, la géopolitique, ça concerne l'ensemble des citoyens, des citoyennes, et ça a un impact sur nos quotidiens. Donc à la fois, ça nous impacte, mais aussi on peut agir dessus. Et je pense que le féminisme est un très bon point d'entrée. Et d'ailleurs, c'était dit dans le livre très brillamment par certaines féministes, c'est que le féminisme, je crois que c'est Gloria Steinem qui dit que finalement le féminisme, c'est la politique du quotidien. C'est quelque chose que les gens vivent et ressentent de manière très concrète. Et je pense que c'est important de justement replacer nos quotidiens dans des contextes à la fois nationaux, mais aussi internationaux. Et donc moi, ma première réaction en lisant ce livre, je me disais, oui, il y a une géopolitique des féminismes, mais il y a avant tout, ou en tout cas, il y a aussi une géopolitique des mobilisations. Et on l'a très bien vu dans le mouvement féministe, c'est que finalement, la force de ce mouvement féministe aujourd'hui, il l'a toujours été, mais j'ai l'impression qu'il y a un renouveau de cette approche internationale autour des questions féminisme, c'est qu'il se pollinise en fait. C'est que la structuration des mouvements, j'ai presque envie de dire, même pas nationaux, mais même locaux, a une influence sur les réflexions, les discussions au niveau national et voire au niveau international. Donc cette espèce de géopolitique des mobilisations, pour moi, elle prend plusieurs formes et finalement, elle permet cette pollinisation d'un pays à l'autre. Et finalement, je trouve qu'elle se complexifie et qu'elle en devient d'autant plus puissante puisqu'elle sort d'une approche très centralisée de ce qu'est le féminisme, de ce que doit être le féminisme. Et tu l'as bien expliqué, Marie-Cécile, en entrée, là, avec une approche parfois un peu ethnocentrée, un peu occidentalo-centrée. Mais elle est beaucoup plus, comme on dit en anglais, bottom-up. Donc beaucoup plus, elle part de la base des mobilisations. Et après une période du féminisme qui a été très réfléchie, pensée, théorisée, je pense qu'on revient à finalement une expérimentation de ce qu'est le féminisme par les personnes les premières concernées sur les questions d'inégalité.
Il y a d'abord, je dirais presque une espèce de solidarité mondiale du féminisme aujourd'hui qu'on a vu, et tu l'as très bien dit aussi, Régis, autour du mouvement en Iran et de la mort de Masha, enfin du meurtre de Masha Amini, qui est finalement, on va devenir, par le biais du féminisme, je pense vraiment par le biais des mouvements féminismes partout dans le monde, solidaire d'un mouvement féminisme et aussi d'un mouvement démocratique dans un pays donné. Mais on va aussi avoir une approche, et c'est la deuxième approche que moi je vois beaucoup, finalement de se mobiliser nationalement ou localement sur la base de ce qui se passe ailleurs. Et ça, on l'a vraiment vu dans le mouvement qui s'est passé juste après Roe versus Wade, donc quand la Cour... pardon. Excuse-moi, Marie-Cécile, tu as dit ? La Cour suprême. La Cour suprême, merci, je perds le mot. Quand la Cour suprême a pris cette décision, en fait, qui a remis en cause le droit à l'avortement aux États-Unis, on a vu tout de suite qu'il y a eu un mouvement très, très fort partout dans le monde, mais aussi un mouvement qu'on a vu en France avec un renouveau de la discussion sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement, qui d'ailleurs a beaucoup avancé, puisqu'on a eu les deux chambres du Parlement qui ont voté en faveur de cette constitutionnalisation avec des écritures différentes, mais en tout cas un mouvement assez fort en faveur. Donc, on voit comment, finalement, ces mobilisations, elles peuvent aussi permettre de prévenir des reculs dans certains pays quand on s'inspire de ce qui se passe ailleurs. Donc, cette idée de se mobiliser en fonction de ce qui se passe ailleurs pour prévenir. Et puis aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est finalement j'ai envie de dire un plaidoyer global dans un monde globalisé. Donc aujourd'hui, on va avoir des mouvements féministes, par exemple, qui vont commencer en France. On a vu le mouvement Uber, c'est over, qui a été lancé par une influenceuse autour d'agressions qui avaient été commises par des chauffeurs Uber. Uber étant... Uber, je suis désolée pour mon accent particulier, étant une organisation, une entreprise mondiale, et forcément, ça a un impact sur la politique de cette organisation au niveau mondial. On a vu ça aussi sur TripAdvisor. Donc, finalement, on n'est plus simplement dans une solidarité, je dirais, mondiale sur des questions féministes, mais on est dans un ancrage très local, un espèce de bottom-up qui permet d'agir au niveau global. Et cette espèce j'ai envie de dire, d'aller et venue entre des mouvements très locaux et des mouvements internationaux, c'est ça qui fait la force aujourd'hui, je pense, de ces mouvements féministes, c'est qu'ils sont du coup très résilients, puisqu'ils permettent de diffuser une approche de l'égalité de manière beaucoup plus diverse et aussi du coup d'une manière qui est beaucoup plus appropriable, entre guillemets, par différents publics. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qu'on peut garder, en tout cas, j'ai envie de dire, cette nouvelle vague féministe, c'est sa résilience du fait de sa multiplicité de formes. Merci. Alors, en effet, ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est ce que tu dis sur la façon dont des phénomènes globaux vont se localiser, donc avoir une spécificité locale. Si on pense par exemple à MeToo aux États-Unis, c'est devenu en France Balance ton porc. Donc, ça s'est francisé en quelque sorte. Et on peut faire un parallèle, il me semble, avec ce qui se passe dans les mouvements antiracistes, puisque c'est à peu près la même chose. Par exemple, Black Lives Matter aux États-Unis a été mobilisé en France, à la suite notamment du décès de George Floyd. Il y a eu d'abord, ça a été un phénomène mondial, et en ça, c'est assez comparable à la vague MeToo. Et ce phénomène mondial a des conséquences locales, puisque les acteurs locaux ou actrices locales récupèrent la question pour les adapter à leur thématique locale. Dans le cas de George Floyd, c'était par exemple Assa Traoré qui a arboré le slogan Black Lives Matter pour l'adapter aussi à la situation de son frère. Donc ça, c'est tout à fait, ça me semble tout à fait important et récent en fait. Je crois, enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau, cette diffusion mondiale et en même temps dans des ancrages locaux. Alors, je fais une parenthèse pour rappeler que les personnes du public, vous êtes tout à fait en droit de poser des questions dans le. C'est-à-dire, vous pouvez écrire une question, je ne sais plus où ça se fait, dans Q&R peut-être, enfin en tout cas, il y a un endroit dans Zoom où vous pouvez poser une question et ensuite on prendra des questions qu'on posera aux deux invités en fin de séance.
Alors, cela étant dit, donc, je retourne à Marie-Cécile pour te demander. Donc, on a souligné là pour l'instant le fait qu'il y a à la fois une mondialisation des revendications féministes, une connexion internationale et des revendications locales, et en même temps, on a aussi un retour très fort d'une sorte de backlash, de retour de réactionnaires contre ces mouvements progressistes. Donc, ma question va être très vaste. Est-ce qu'on doit s'inquiéter parce que ou est-ce qu'on doit se réjouir malgré tout de quelques avancées? Parce que dans le tableau donc, que tu dresses dans ce manuel, eh bien, on voit quand même les féminicides en Amérique latine, des violences dans de nombreuses régions du monde, des pays qui sont entrés dans des traditions extrêmement machistes qui font que les avancées sont difficiles. Donc, quel constat fais-tu? Alors, je ne vais pas te répondre tout de suite, je vais juste faire un petit complément sur Black Lives Matter, dont je rappelle, c'est assez connu, mais je le rappelle quand même, qu'il y a un mouvement qui a été créé en 2013 par 3 femmes. C'est Patrisse Cullors, Alicia Garza et Opal Tometi, pour protester contre les violences policières, les meurtres de policiers contre des hommes noirs, mais aussi contre des femmes noires aux États-Unis. Et ça, c'est assez peu dit dans le discours médiatique, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont victimes de la violence policière. Mais au départ, c'est un mouvement qui est créé par des femmes, des proches de tués ou qui ont vu ça dans leur communauté, 3 jeunes femmes. Et effectivement, ces mouvements-là ont eu une audience internationale très grande. Alors, quand même, beaucoup dans les pays occidentaux, mais pas que. À la suite aussi des énormes mobilisations mondiales, elles aussi, pour le coup, des Women's March de janvier 2017 pour protester contre l'élection de Donald Trump. C'est vraiment un record de mobilisation dans le monde. Et, c'est des millions et des millions de gens, et de femmes et d'hommes qui ont marché contre cette élection-là. Et après, en 2020, la mort de George Floyd. Ouais, on peut parler d'international féministe, même si évidemment dans certains pays c'est beaucoup plus compliqué de manifester dans les rues parce que c'est Excuse-moi, Marie-Cécile, juste une parenthèse, ça me fait aussi penser au moment de l'élection de Bolsonaro, il y avait tout un mouvement de femmes qui disaient lui non, elle est non. Exactement, et d'ailleurs il en est question dans le livre. Et beaucoup de mobilisations dans le monde sont à la fois pour défendre les droits des femmes, pour défendre l'égalité, mais aussi pour finalement défendre, lutter contre les oppressions, lutter contre les dominations, soit d'autres formes de domination, soit en général, viennent des femmes, ou en tout cas les femmes ont un rôle au premier plan qui a toujours existé dans l'histoire et dans le monde entier, mais qu'on connaît finalement que depuis peu de temps, ou en tout cas qu'on accepte de voir depuis peu de temps, parce que maintenant c'est filmé, il y a des images, il y a des reportages, les journalistes s'en emparent davantage, et puis les réseaux sociaux font que c'est devenu viral. Et donc, on a brièvement parlé de l'Iran, mais récemment, j'ai interviewé Shoubra Makaremi, la chercheuse qu'on voit dans beaucoup de médias aujourd'hui, spécialiste de l'Iran, anthropologue au CNRS, pour l'Observatoire genre et géopolitique de l'IRIS. Et elle me disait que il y avait une viralité du féminisme dans le monde arabo-musulman. C'est bien ça qui inquiète aussi les obscurantistes, et que la révolution actuelle en Iran, elle vient des féministes. Femme, vie, liberté, ça vient des féministes au départ. C'est vraiment une désobéissance aux interdits, mais aux interdits qui vont à l'encontre de tous les droits humains, pas seulement les droits des femmes. Bien sûr, il y a cette question du voile qui est très emblématique, et ôter son voile, couper ses cheveux, ça nous fait penser, c'est des choses qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, ça nous fait penser à ces images pendant la révolution au Liban en 2019 où des femmes résistaient face aux policiers. On a cette image qui est devenue un mème d'ailleurs d'une manifestante qui donne un coup de pied à un policier au Liban en 2019. Et il y a une puissance subversive du féminisme et des mouvements de femmes qui revendiquent des droits, qui revendiquent leurs droits, mais qui plus globalement vont, et par un effet d'entraînement,
revendiquer des droits pour tout le monde, et pas seulement pour l'égalité femmes-hommes, mais aussi contre la corruption, pour la démocratie, pour l'égalité socio-économique, pour la lutte contre le racisme, etc. etc. On l'a vu. On l'a vu au Liban, je l'ai dit, on l'a vu dans le carré féministe du Irak algérien, qui a été très vite réprimé d'ailleurs, et on l'a vu ces dernières années également au Chili. Au Chili, ça a été vraiment très, très marquant que les grèves féministes, les revendications féministes ont eu un effet d'entraînement sur l'ensemble de la population pour réclamer un nouveau régime politique moins corrompu et puis l'égalité socio-économique, avec notamment la revendication d'écrire une nouvelle constitution qui au départ a été très fortement poussée dans les grandes villes, et puis la réécriture de la constitution, ça a pas marché, mais en tout cas il y a eu cet effet d'entraînement très fort des femmes. Maintenant c'est visible, et effectivement ça fait peur à un certain nombre de gens, ça fait peur aux obscurantistes, on le voit en Iran aujourd'hui évidemment, on le voit aussi dans nos démocraties, on le voit dans tous les mouvements de citoyens, citoyennes qui, ces dernières années, ont été particulièrement visibles. Et je pense au printemps arabe aussi. Enfin, printemps arabe, c'est une expression un peu qui n'est pas forcément idéale, mais enfin, c'est comme ça qu'on les a appelés en 2011, où les femmes étaient elles aussi en première ligne, en Égypte, en Tunisie, etc., pour réclamer de nouveaux droits, notamment en matière de droit de la famille, de la filiation, le droit au divorce, le droit de l'héritage, et qui ont été parmi les premières réprimées par le retour de bâton des régimes. Et donc, très souvent, il y a une déstabilisation. Les régimes en place, autoritaires, sont déstabilisés par le rôle des femmes. Et parmi les premières mesures que l'on prend dans le monde pour aller contre les droits des femmes, c'est les empêcher d'avoir accès aux ressources et les empêcher d'avoir accès à l'éducation en particulier. Et là, on ne peut pas ne pas parler de l'Afghanistan aujourd'hui, avec les filles qui sont empoisonnées dans les écoles et dans les universités pour les dissuader de suivre des cours, notamment des cours dans les écoles clandestines, car les femmes résistent à ce qui se passe. De même que dans le premier régime des talibans jusqu'en 2001, il y avait énormément d'écoles clandestines gérées par des femmes qui ont permis pas de pallier les interdictions complètement, mais en tout cas d'exprimer une certaine résistance. Et aujourd'hui, la répression est encore plus forte, mais les femmes sur le terrain résistent. Et il faut lutter contre ce stéréotype de la femme qui est passive, qui est soumise, et notamment dans les pays qu'on considère comme étant en voie de développement ou parfois dit sous-développés. Il faut lutter contre cette image, ce préjugé que les femmes sont passives et ont besoin des Occidentaux pour les libérer. Alors oui, c'est sûr que c'est une aide précieuse, mais en tout cas, elles sont aussi dans un combat au quotidien de terrain, bottom-up, comme tu le disais tout à l'heure, Sarah, qui peut forcer notre admiration et dont on peut s'inspirer, nous. Mais voilà, je pense que la viralité des images en Iran, les images aussi des Afghanes qui ont manifesté au tout début du retour au pouvoir des talibans dans les rues, ou les journalistes à la télévision afghane, les images des Chiliennes, les images des Argentines dans les rues aussi en 2016, eh bien, tout cela fait extrêmement peur aux tenants de l'ordre établi, qu'ils soient dans les régimes autoritaires, dans les autocraties ou même dans nos démocraties, où ce que j'ai appelé à plusieurs reprises la gifle anti-MeToo est extrêmement forte. On soupçonnait bien qu'elle allait arriver, on ne soupçonnait peut-être pas la violence qu'elle allait prendre. Et j'ai envie de dire aussi, puisqu'on parle du backlash, ou en tout cas d'affrontement, avec vraiment des mouvements féministes portés par les femmes qui sont de plus en plus visibles, pas forcément de plus en plus forts, mais je pense que si quand même, et en tout cas de plus en plus visibles, et puis qui sont confrontés à ces oppositions. Il y a des mouvements masculinistes, c'est-à-dire anti-droits des femmes, il y a aussi une très forte indifférence d'une partie de la population
chez les hommes, mais aussi chez une partie des femmes, à l'avancée des droits des femmes. Ça, on l'oublie un petit peu, on parle beaucoup de l'opposition, des gens qui sont contre les droits des femmes, contre l'égalité, parce que c'est ça les masculinistes, c'est des gens qui sont contre l'égalité parce qu'il y a des privilèges à perdre, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'indifférence aux violences. Et dans notre pays, par exemple, mais c'est vrai partout dans le monde, certaines fatalités par rapport au féminicide, par rapport aux violences sexistes et sexuelles, qui est finalement tout aussi problématique, je crois. Merci Marie-Cécile. En effet, ça me fait penser aussi au fait que cette visibilité peut-être nouvelle des mouvements féministes et des femmes dans de nombreux endroits du monde, eh bien, ça tient aussi au fait qu'il y a Internet, qu'il y a les réseaux sociaux et qu'il y a les téléphones portables. Et donc c'est un avantage et un inconvénient parce qu'à la fois, ça permet justement à tous ces mouvements-là d'exister, mais à l'inverse, ça permet aussi aux mouvements qui sont contre eux d'exister également. Et donc, c'est vrai que tous les mouvements masculinistes que tu évoquais, eh bien, ils se sont développés énormément sur les réseaux sociaux. C'est l'alt-right américaine, le site Reddit, enfin tout ça a été étudié. Le masculinisme, c'est un des lieux de fermentation de la nouvelle extrême droite mondiale, on pourrait dire, qui elle aussi se mondialise, en fait, de même que les mouvements féministes mondialisent. Et on pourrait même mentionner, tu disais qu'il y a de l'indifférence, y compris chez les femmes, mais on pourrait mentionner aussi les cas de femmes antiféministes et même de femmes masculinistes. Si on pense à l'influenceuse Estelle Red Pill, c'est tout à fait effrayant. Voilà. Donc, alors, il y a déjà quelques questions que je transmettrai quand on reviendra à Marie-Cécile. Enfin, il y en a une sur laquelle je propose qu'on passe rapidement parce que visiblement, il y a une incompréhension. Une personne demande comment peut-on défendre Black Lives Matter alors que c'est un mouvement anti-blanc. Eh bien, je pense que là, il ne faut pas trop s'apesantir. Il faut plutôt recommander à cette personne d'aller se renseigner parce qu'il a été observé par absolument tout le monde que le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis était pour moitié, comprenait pour moitié des populations blanches en réalité. Donc c'est justement un mouvement extrêmement mixte. Donc là, je pense que la question, c'est pas la peine de la développer, de développer plus la réponse. Je suggère qu'on passe maintenant à nouveau à Sarah. Et alors, ce que je voudrais te demander, c'est que si je comprends bien, l'association dans laquelle tu œuvres s'intéresse avant tout à la démocratie représentative. Alors, on pourrait penser de prime abord que dans les démocraties représentatives, il y a plus de droits pour les femmes. C'est certainement le cas très souvent, mais c'est peut-être pas si simple puisqu'il y a des pays qui ne sont pas des démocraties où de nouveaux mouvements féministes apparaissent et où à l'inverse, dans des démocraties représentatives, eh bien, on a des mouvements antiféministes qui se développent. Quelle est ton opinion ? Oui, merci beaucoup. Et ça permet de faire le lien avec ce que Marie-Cécile décrivait de ces mouvements, ce backlash ou ce mouvement néoconservateur qui se développe. Je pense que il y a au-delà de se dire il y aurait une organisation mondiale, en tout cas il y a un mouvement mondialisé qui est un mouvement politique. Et ça, je pense qu'on peut pas faire on peut pas ne pas faire le lien entre le retour de bâton contre le mouvement féministe et un agenda politique qui est un agenda conservateur qui a pour objectif d'avantager certains groupes de la population au détriment d'autres. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que tu disais, est-ce que quand on a des femmes dans une démocratie représentative, ça fonctionne mieux? C'est qu'on voit que d'abord, des femmes peuvent avoir un agenda anti-féministe. Et je pense qu'on vient d'avoir un exemple en Italie avec Giorgia Meloni, qui n'est absolument pas sur un agenda féministe et qui pourtant est une femme. Et nous, on doit se méfier aussi de cela, en France et ailleurs, de ne pas tokeniser finalement à des femmes et se dire, quand on a des femmes au pouvoir, tout fonctionne mieux. D'abord parce qu'il faut éviter d'essentialiser les femmes et de se dire les femmes sont par nature différentes des hommes et fonctionneraient différemment politiquement, mais aussi parce que c'est devenu aujourd'hui un argument, un outil que ces mouvements antidémocratiques utilisent, donc
placer des femmes dans des objectifs antidémocratiques, dans des positions de pouvoir, est un des outils à disposition de ces personnes qui ont tout sauf à cœur la défense de la démocratie. Donc, la Fondation Multitude pour laquelle je travaille se dit comment est-ce qu'on crée finalement une société inclusive avec une politique qui est inclusive, pas simplement en mettant de nouveaux visages, que ce soit des femmes ou en général des personnes sous-représentées en politique, mais plutôt avec des personnes qui ont pour objectif l'émancipation collective et en particulier des personnes qui sont sous-représentées en politique, dont les femmes. Je pense que vraiment ce mouvement, il est important parce qu'on a un travail de plaidoyer à faire et moi, j'ai travaillé plus de 10 ans à accompagner des mouvements, d'ailleurs féministes ou pas féministes, mais qui travaillent sur la question de l'émancipation collective, à faire entendre leur plaidoyer auprès de décideurs politiques. Et on voit bien qu'on arrive à un stade, je pense, dans nos démocraties, en particulier en Europe. Moi, c'est vraiment sur ce secteur, je veux dire, cette ère que je travaille, donc je ne voudrais pas l'étendre à l'ensemble de la planète, même si je pense qu'il y a des choses qui s'y retrouvent. On arrive à un stade où ces mobilisations ayant gagné en pouvoir et en force, notamment par la force des réseaux sociaux et de la diffusion de ces images dont on a parlé, arrivent à un stade où finalement on se retrouve à un backlash démocratique où ces mobilisations, elles sont soit ignorées, soit attaquées. Et donc, on a besoin de trouver une nouvelle porte d'entrée tout en continuant à se mobiliser dans le leadership politique pour faire entrer au pouvoir des personnes dont l'objectif est à la fois la défense de la démocratie et aussi la défense d'une société féministe inclusive dans laquelle chacun a sa place. Pour moi, finalement, je dirais qu'il n'y a pas de démocratie sans féminisme et inversement, il n'y a pas de féminisme sans démocratie. Et ces mouvements autoritaires qu'on voit partout dans le monde, ils suivent finalement toujours le même playbook, la même méthodologie, qui est finalement un retour sur les droits des femmes dans un objectif à long terme, finalement d'un contrôle de l'espace civique et de l'espace de mobilisation civique qui peut déboucher sur finalement des sociétés non démocratiques. Et donc cette attaque finalement sur les droits des femmes, il permet ensuite d'attaquer les droits de l'ensemble de la population, d'abord des personnes minorisées, puis ensuite l'ensemble de la population. Et on le voit très bien, c'est ce qui est en train de se passer en Afghanistan et c'est ce qui s'est passé en Iran. Et finalement, c'était assez intéressant. J'entendais Shirin Ebadi qui a pris la parole dans une conférence à laquelle je participais. Elle disait, finalement, notre premier mouvement féministe en Iran, on s'était concentré entre femmes et finalement, la différence qui s'est passée, c'est que les hommes, au fur et à mesure des années, ont compris à quel point l'attaque sur les droits des femmes était une attaque sur la démocratie en général. Et c'est pourquoi ce nouveau mouvement, ou en tout cas ce mouvement récent, est beaucoup plus efficace puisqu'il permet aux hommes aussi de rejoindre cette mobilisation autour de l'idée de dire finalement, femme, vie, liberté, c'est un lien direct entre démocratie et féminisme. Donc, de la même manière que cette attaque sur les droits des femmes, pour moi, il est un agenda politique, peut-être pas coordonné, mais en tout cas similaire dans chacun de ces pays. On a besoin aussi d'avoir une approche mondiale qui oblige à une réponse, à défaut d'être complètement coordonnée. Pour revenir sur ce que je disais, on a besoin de sortir justement d'une approche très descendante sur ce que doit être la mobilisation féministe, mais à défaut d'être coordonnée, au moins qu'elle soit cohérente et qu'elle soit discutée. Et donc, ce travail, je dirais, de politisation de ce qui se passe au niveau local et de mise en lien internationaliste des mouvements féministes, c'est notre meilleure réponse finalement à ce backlash, à cette réponse conservatrice aux besoins d'émancipation. Donc, toujours d'aller vraiment du local vers le global, c'est important, je pense, donc, de sortir de cette approche. Et je voyais qu'il y avait des questions sur la diplomatie féministe, on pourra peut-être y revenir. Donc, de toujours parler du local au global pour avoir d'abord une approche du féminisme qui soit véritablement inclusive et qui ne soit pas centrée sur une certaine vision de ce que doit être le féminisme. Mais aussi, je pense qu'on a besoin de revoir le leadership politique au regard de cette approche du local au global. Une des premières réponses pour moi, c'est comment est-ce qu'on développe du leadership local pour permettre à des femmes féministes, si je devais le préciser, de pouvoir prendre des responsabilités à la fois, je dirais, au niveau micro-local, mais aussi au niveau national, voire au niveau international. C'est ce réseau, finalement, de leadership coordonné et, je dirais, solidaire qui va nous permettre de créer une réponse suffisamment forte à cette attaque néoconservatrice et autoritaire et réactionnaire qu'on est en train de voir partout dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, pour répondre sur la question de la diplomatie féministe,
il ne faudrait pas penser que c'est par des discours volontaristes de certains États, en particulier occidentaux, qu'on va répondre à la question féministe. Je voudrais faire peut-être un comparatif avec ce qui se passe en France. On a une diplomatie féministe qui est poussée par un gouvernement qui prend aujourd'hui des décisions en France, notamment demain, on va tous, j'espère, être en grève sur la question de la réforme des retraites, donc qui pousse une diplomatie féministe à l'international, mais qui met en œuvre des politiques économiques en France qui vont avoir un impact fondamental sur les femmes et qui vont les rendre plus précaires et donc qui vont les exclure. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir une approche coordonnée, nous, en tant que mouvement, mais aussi au niveau politique, dans ce qu'on essaye de pousser et de rechercher, de se regarder nous-mêmes avant d'aller prêcher à l'international une diplomatie féministe et de demander à d'autres États de fonctionner différemment. Parce que c'est aussi, et je finirai là-dessus, un point d'entrée à la critique. On l'a bien vu sur les questions démocratiques ou sur les questions avec ce qui s'est passé, par exemple, dans des compétitions internationales où on a parlé de l'importance de protéger les droits humains et les droits des travailleurs, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Il est beaucoup plus difficile d'aller porter cette diplomatie à l'étranger quand nous-mêmes, dans nos pays, on ne respecte pas les droits des travailleurs ou on se retrouve avec des mouvements qui sont réprimés, comme le mouvement des Gilets jaunes à Pulette, par exemple. Donc, ce miroir constant en tant que leader politique, on doit l'avoir pour pouvoir ensuite pousser une politique et une diplomatie féministe à l'international. Je voulais rebondir sur 2 points que tu as mentionnés juste avant de parler de diplomatie féministe, mais on pourra y revenir. C'est le rôle des sociétés civiles, parce que ça m'amène 2 réflexions. La première réflexion, c'est que peut-être dans un certain nombre de pays, c'est le cas des démocraties, mais pas seulement, l'immense mobilisation, l'immense potentiel de contestation, mais aussi de proposition qui émanent des sociétés civiles, notamment portées par les femmes, mais aussi par des hommes, parce que c'est la question des droits des femmes, mais plus globalement, c'est l'accès aux droits, à l'émancipation, à l'égalité, l'accès aux ressources pour toutes et tous, et la lutte contre l'oppression. Ce sont des sociétés civiles qui protestent, qui contestent, mais qui aussi proposent des choses qui sont dans la recommandation de politique publique, d'un agenda, comme on dit en sciences politiques. Un des défis auxquels on est confronté, je crois, c'est de passer la frontière vers la décision publique. Et alors, là, c'est vraiment, je crois, un des challenges qui sont les nôtres, qui sont les nôtres dans les mois et les années à venir, c'est comment passer la frontière des politiques publiques et de la décision politique, parce que oui, il y a des sociétés civiles extrêmement vivaces, très engagées, notamment, mais pas seulement, mais quand même notamment dans les jeunes générations, qui vont croiser avec les aspects, tu connais ça très bien, Sarah, avec les aspects écologiques, avec les aspects antiracistes, avec les aspects de la lutte contre les inégalités socio-économiques. Ça, c'est vraiment les luttes intersectionnelles des féministes, des nouvelles générations féministes aujourd'hui, c'est un acquis pour elles. Mais Pas que. Si tu permets une incise, parce que justement j'allais rebondir là-dessus et te poser la question, mais parce que ce que dit Sarah est très intéressant. En effet, il faut s'intéresser, disons, à tous les niveaux de la société, du niveau le plus local au niveau le plus global. Mais quand tu évoques justement ces nouveaux mouvements qui sont intersectionnels, de jeunes, moi, ça m'évoque aussi un sondage que j'ai vu récemment qui montre qu'en réalité, chez les jeunes, il y a un retour du machisme et du virilisme extrêmement fort. Donc, c'est pas si. Là aussi, Alors, il ne faut pas parler de génération de manière générale, génération générale. Évidemment, c'est pas moi qui suis politiste, je ne vais pas parler de génération. Bien sûr. Je parlais des 20 ans, là, des 18-20 ans. Oui, mais il y a les deux, c'est-à-dire que la viralité du masculinisme sur les réseaux sociaux peut séduire aussi une partie de cette génération-là chez les jeunes hommes, mais il y a aussi un engagement très fort et en faveur du féminisme et de l'émancipation, avec un seuil de tolérance aux violences sexistes et sexuelles qui s'est considérablement abaissé. Chez les ados, par exemple, le seuil de tolérance au sexisme s'est considérablement abaissé. Et donc, c'est des générations qui, quand elles sont engagées
pour les parties d'entre elles qui sont engagées dans la société civile, ne vont pas nécessairement voter. Et donc là, il y a un défi qui est grand pour passer dans la sphère de la décision politique, ce que les États-Unis, pardon, je reviens souvent aux États-Unis, mais bon, c'est un pays que je connais le mieux à part la France, ce que les États-Unis, avec la présidence Biden et la campagne de Biden, ont réussi à faire. Ils ont réussi à agréger les mouvements militants, le Parti démocrate, les mouvements citoyens et les mouvements de jeunesse ensemble, alors qu'en 2016, c'était loin d'être le cas. Et ça a vraiment beaucoup nourri la campagne de Biden et les midterms de novembre 2022, avec une forte mobilisation électorale de la jeunesse démocrate. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu 4 ans de Trump. Et là, c'est réel. C'est-à-dire l'extrême droite au pouvoir, ah oui, c'est concret, c'est réel. Donc, sursaut de mobilisation. Notre grand défi, je crois, dans un certain nombre de pays, c'est de passer cette frontière du vote et après de la décision publique. C'est-à-dire, oui, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a plus de femmes au pouvoir que les choses iront mieux pour les femmes et pour les populations opprimées. Mais quand même, si on lutte contre les entre-soi du pouvoir d'une manière générale, ça ne peut qu'aller mieux. Et donc, ce n'est pas une question de femmes ou d'hommes, parce que les hommes peuvent aussi porter tout à fait des politiques progressistes pour les droits des femmes. C'est une question de lutter contre les entre-soi, de lutter contre le fait que ce soit toujours les mêmes réseaux de personnel politique qui s'entretiennent et qui arrivent au pouvoir et qui se cooptent, parce que ça ne va pas. Et dans les pays où finalement les mouvements de rue, les mouvements citoyens sont réprimés, eh bien, il y a cette difficulté évidemment de lutter encore plus qu'ailleurs contre les entre-soi du pouvoir. Et la deuxième réflexion que ça m'a inspiré, ce que tu disais sur les sociétés civiles, c'est qu'il y a parce que je vois dans le chat une question sur l'Afrique en particulier, on a eu souvent, longtemps, un regard un peu occidentalo-centré sur certains pays, et notamment en négligeant ce que moi j'ai appelé dans le livre la force des femmes, ce que dit Denis Mukwege, par exemple, le prix Nobel de la paix médecin, à propos de RDC, qui dit, mais dans les pays où les femmes sont extrêmement victimes des viols de guerre, des violences politiques, des violences policières aussi, il y a une solidarité, une entraide, un combat sur le terrain des femmes qui est complètement sous-estimé par la communauté internationale, qui est même sous-médiatisé et pourtant qui est essentiel pour la résilience, pour créer du lien, pour faire en sorte que les sociétés ne désespèrent pas complètement et ne s'effondrent pas complètement. Et alors là, évidemment, on est dans la société civile, on n'est pas dans le monde de la décision politique, parce que ce sont des dictatures ou des régimes très durs, et que voilà, c'est pas par le vote qu'on peut changer les choses. Mais il ne faut jamais sous-estimer ces forces-là, ces puissances-là qui font que les sociétés tiennent malgré tout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à ouvrir le regard, et la puissance des sociétés civiles est tout à fait importante. Peut-être sur la diplomatie féministe, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai écrit là-dessus, puis on en parle, il en est question dans le livre en disant qu'il faut aller au-delà du branding, donc c'est exactement ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que c'est un branding, c'est marketé. La diplomatie féministe, ce sont beaucoup de slogans, beaucoup de discours, et dans les faits, ça ne se traduit pas forcément par des avancées. Il y a quand même des avancées. Tu parles de féminisme washing. Oui, le féminisme washing dans le monde économique, dans le monde de la publicité, par exemple, mais aussi dans le monde de la diplomatie, bien qu'il y ait quand même un certain nombre de progrès. Mais par exemple, le fait de prendre en compte dans les politiques de développement, même si, développement, on peut aussi questionner ce mot, davantage les besoins et les attentes des populations, et miser davantage, qu'on ne le faisait jusqu'à présent, sur les savoir-faire locaux, sur la manière dont, sur le terrain, les populations qui sont les cibles de ces politiques d'aide mettent elles-mêmes en œuvre les dispositifs. La diplomatie féministe, c'est évidemment lutter contre les entre-soi, plus de parité, bien sûr, mais il faut que ça ruisselle. Or, pour l'instant, ça ne ruisselle pas. Il ne suffit pas de nommer à l'ONU ou dans les ambassades ou dans les ministères des Affaires étrangères davantage de femmes. Si dans le middle management
eh bien, on retombe dans les mêmes entre-soi, ça ne sert à rien. Il faut miser sur les besoins des populations et sur la capacité d'action des populations locales qui sont ciblées par les politiques publiques internationales. Et puis, il faut, parce qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, c'est très important, au-delà des questions féministes, stricto sensu, s'intéresser à la manière dont on a un regard qui prend en compte les enjeux de genre sur le terrain. Par exemple, on manque complètement les politiques de lutte contre le dérèglement climatique si on oublie, et ça c'est un chiffre de l'ONU, que 80% des déplacés climatiques dans le monde sont des femmes. Si on oublie que ce sont elles qui sont les premières victimes de la privation de ressources en cas de conflit, en cas de guerre, je veux dire, en dehors du front. Ce sont les premières victimes des violences contre les civils dans les cas de conflit, etc., etc. Et donc, si dans la diplomatie, dans le règlement des conflits, on les oublie, on oublie ces problématiques liées aux questions de genre en général, eh bien, on manque la cible. Merci Marie-Cécile. Il nous reste encore quelques minutes. On ne pourra pas peut-être répondre à toutes les questions, mais je voulais en poser une à nouveau à Sarah. C'est sur l'Europe, en fait. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a dans l'Union européenne des instances qui questionnent les avancées en termes de féminisme, voire des groupes qui essaient de pousser dans ce sens. Mais alors, est-ce qu'il y a aussi du féminisme washing, ou est-ce que c'est suivi des faits? Enfin, est-ce qu'il y a une efficacité du combat féministe au niveau européen? Oui, il y a une certaine efficacité. J'ai envie de dire c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, il aurait été difficile de revendiquer, par exemple, une forme de parité dans certains partis politiques sans être taxé de vouloir remettre en cause la question de l'égalité ou d'une forme d'approche universaliste. Donc, je pense que on a réussi un combat, je pense collectivement en tant que féministe, c'est qu'aujourd'hui, poser la question dans l'espace politique de la parité et de l'importance des questions féministes en général, ça c'est un véritable succès. Et plus largement, je dirais, au-delà de la représentation politique, on a imposé la question du féminicide en tout cas en tant que tel, et pas simplement en tant que la mort de femme, mais vraiment un acte qui délibérément met en danger une partie de la population. Au niveau de l'espace européen, je pense qu'on a gagné certaines batailles. Maintenant, ce qui devient difficile, et je dirais plutôt... Si tu permets, je vois quelqu'un justement qui pose la question, qui dit de manière un peu provocatrice, mais je pense que c'est une bonne question, que fait l'UE ou que peut faire l'UE, par exemple, pour la Pologne? Donc, il y a aussi des limites. Oui, bien sûr. C'est toute la difficulté de l'Union européenne, c'est-à-dire que parfois on l'espère prendre le pas sur nos réglementations et sur nos lois nationales, et parfois on l'aimerait plus nous laisser plus libres, et je pense qu'il y a un vrai danger, puisqu'on le voit. Je parlais avec des activistes hongrois récemment qui disaient qu'il y a une véritable approche coordonnée au niveau européen pour influencer et même pour soutenir certains partis politiques d'extrême droite à la prise de pouvoir, avec une coordination entre la Hongrie, certains responsables politiques polonais et des responsables politiques français. Donc, en fait, il y a à la fois une force qui est notre coordination européenne pour faire avancer les sujets féministes, et en même temps un danger qui est finalement une traduction de ce néoconservatisme beaucoup plus rapide dans l'espace européen. Pour moi, ce qui est important pour nous, c'est d'être capable à la fois au niveau, je dirais, institutionnel, mais aussi au niveau local, et je reviens à la question de la société civile, d'ancrer nos mobilisations aussi à destination de nos instances européennes. Et là, on va avoir des élections européennes qui vont arriver, et je pense que c'est fondamental pour nous en tant que, et quand je dis nous, je parle nous, mouvement féministe, de ne pas faire abstraction de ce qui est en train de se passer au niveau européen et de la prise de pouvoir. Je rappelle que finalement, on a eu quand même à la tête de certaines instances européennes des femmes qui remettent en question l'avortement, notamment la dirigeante de Malte, dont j'ai oublié le nom. Peut-être que Marie-Cécile, tu t'en rappelleras mieux que moi. Oui, mais la présidente du Parlement européen.
Merci. Qui aujourd'hui a exercé des fonctions importantes alors même qu'elle représente une approche plutôt régressive sur la question des droits des femmes. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas délaisser l'espace politique européen et d'utiliser la force de nos mouvements nationaux pour pousser à une démocratie féministe beaucoup plus poussée au niveau européen et en même temps de se poser la question de comment on apprend de ce fameux playbook, de cette fameuse méthode qui a été utilisée dans certains pays d'Europe de l'Est pour faire monter des mouvements néoconservateurs contre les mouvements féministes, pour se prémunir de ce qui peut se passer en France et de ce qui a déjà commencé à arriver. Donc, je pense que l'Europe peut beaucoup, mais pour ça, on a besoin d'investir les politiques publiques européennes. Et donc, on a besoin à la fois de faire élire des représentants au Parlement européen qui vont défendre les questions féministes, mais aussi de soutenir leur travail de plaidoyer. Aujourd'hui, on le voit, au niveau européen, on a réussi à gagner, je prends par exemple le mouvement sur la question ouïghour, on a réussi à créer vraiment un mouvement de solidarité européenne pour imposer cette question dans les discussions au niveau européen et pour faire voter un vœu, notamment du Parlement européen, sur la question ouïghour et sur la nécessaire condamnation par l'Union européenne de ce qui est du sort qui est réservé à cette population en Chine. Et donc, on a besoin de faire la même chose au niveau des questions féministes, et notamment sur le droit à l'IVG. Moi, ça me semble être fondamental. Marie-Cécile, tu disais la première chose à laquelle on va s'attaquer, c'est l'éducation. Et je pense qu'au niveau européen, la question de l'IVG est devenue le point d'entrée principal pour les néoconservateurs pour limiter la liberté finalement des femmes, puisque notre première liberté, c'est la liberté de nos corps. Et donc, on a besoin de coordonner peut-être, et c'est ce qu'on est en train de réfléchir avec d'autres féministes, de traduire finalement nos mobilisations nationales pour la protection de l'IVG en une protection européenne qui nous permettrait d'éviter finalement le mouvement qui est en train de se passer de recul d'abord en Pologne et qui pourrait arriver jusqu'à nous. Donc je pense qu'on peut beaucoup, mais pour ça, il faut qu'on sache utiliser les leviers européens. Donc faire élire les bonnes personnes et donner de la force à ces élus pour qu'ils puissent porter des plaidoyers puissants dans un sens, que ce soit au Conseil ou au Parlement européen. Merci Sarah. Il nous reste 3 minutes, donc je suggère, si j'ai bien compris, hein, on finit à... Non, on finit à 20h. Ah, oh bah, il reste... Alors pardon, non, je croyais que c'était 19h30, donc tout va bien, je n'ai rien dit. Eh bien, est-ce que quelqu'un demandait est-ce que, sur la révolution syrienne, enfin sur les femmes en Syrie, tu as une opinion là-dessus, qui aurait été romantisée en Occident? Je ne sais pas trop si ça te... On parle bien des combattantes anti-Bachar al-Assad. Hein, J'imagine, oui. Oui, alors c'est vrai on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais on peut pas parler de tout ça, qu'on choisit un peu les thèmes, mais on ne peut pas parler de tout, c'est bien qu'il y ait des questions là-dessus. Le rôle des femmes combattantes, le rôle des femmes dans les guerres, et commence à être beaucoup mieux documenté par la recherche et par les observations de terrain en particulier qui permettent de nourrir la recherche. Les femmes combattantes, c'est un sujet qui est encore sous-estimé, qui est encore sous-visibilisé, alors que c'est extrêmement présent. C'est vrai que tantôt elles sont décrites un peu comme des héroïnes tout à fait exceptionnelles, ou tantôt on considère qu'elles ont été enrôlées de force dans les armées, ce qui existe aussi bien sûr, et qui existe aussi pour les hommes, on le sait. Et c'est très présent notamment chez les Kurdes, c'est très présent dans certains conflits de l'Afrique et de l'Afrique des Grands Lacs en particulier, mais c'est très présent en Ukraine aussi. On considère qu'entre 25 et 30% de l'armée ukrainienne est composée de femmes, ce qui est pas un record mondial, mais enfin c'est quand même une proportion extrêmement forte. Et la manière dont on a parlé depuis un an de la guerre en Ukraine, là je parle du discours dominant, discours médiatique dominant, évidemment, c'est très réducteur ce que je dis là. Ce sont les hommes qui se battent sur le front et puis les femmes qui fuient les combats. Et c'est bien sûr, c'est une réalité quand même. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui se battent et qui résistent les armes à la main, ou avec des fonctions dans l'armée qui sont pas forcément d'être sur le front, mais en tout cas d'être dans les effectifs militaires pour la décision, pour les forces de santé, pour l'aide humanitaire, etc., etc.
Et plutôt que de romantiser et de considérer que ce sont des exceptions, il faut les considérer comme des individus, entre guillemets, comme les autres, qui meurent comme les autres, qui se battent comme les autres, qui sont en première ligne comme les autres et qui ne sont pas dans le stéréotype de la fragilité, de la faiblesse, et qui peuvent parfois aussi commettre des exactions, des crimes de guerre, des actes de cruauté, tout autant que les hommes. Ça aussi, c'est documenté par une recherche universitaire, notamment anglo-saxonne, qui est très détaillée et qui est très précise dans un certain nombre de pays du monde. C'est vrai pour la Syrie, c'est vrai pour l'Afrique et c'est vrai pour d'autres régions. Donc non, moi je suis pas dans ce stéréotype. Une autre question qui a été posée, c'était par rapport à l'Afrique. Enfin, on pourrait aussi aller dans d'autres zones qui sont abordées dans ton manuel. C'est le poids de la tradition, en fait, parce que on pourrait penser, par exemple, à l'excision, qui est quand même une réalité dans toute une zone africaine, mais il y a également, comme tu le dis, enfin, notamment le Japon, qui est plus contrasté, puisqu'il a été à la fois un pays qui a connu des avancées en termes de droits des femmes assez tôt. Il y a même eu des mouvements eugénistes qui étaient en réalité sociaux dans les années 20, qui étaient pour le progrès et pour les droits des femmes. Et en même temps, il y a là aussi un très fort poids de la tradition qui génère des stéréotypes machistes et antiféministes. Oui, bien sûr, le poids des traditions, des coutumes, des habitudes, qu'elles soient nourries de certaines interprétations de la religion ou bien qu'elles viennent d'autres choses, sont extrêmement présentes dans le monde et dans des pays auxquels on ne pense pas forcément au premier abord, mais le Japon en fait partie, l'Inde aussi en fait partie. Et je précise que l'excision, c'est anté-islam, en fait. Ça existait déjà avant l'arrivée de l'islam. Oui, ça a été ensuite, évidemment, ça a été conservé. Voilà, mais c'est pas forcément que dans des pays musulmans non plus. Oui, absolument. Chrétiens aussi. Ce sont des traditions culturelles dont on ne sait pas toujours très bien d'où ça vient, mais dont on sait très bien quel est l'objectif, oui. Et qui est en mutilant les femmes, les petites filles, de les contraindre, à la domination, à la possession et à la soumission. Donc on voit très bien et ça m'amène à dire que il y a des pays qui sont comme le nôtre, faut se dire les choses, plus avancés en termes de droits dans les textes de loi, dans la Constitution que d'autres dans le monde, c'est une réalité. Mais ensuite, il faut passer du droit aux pratiques. Et dans un nombre croissant de pays, notamment en Afrique, mais aussi ailleurs, l'excision est interdite désormais dans la loi, mais les pratiques perdurent pour des raisons de paix sociale, et aussi parce que le contrôle est difficile à faire dans certaines régions. Donc, se battre pour les lois, pour les textes, c'est très important, c'est une étape absolument essentielle, mais ça ne suffit pas. Et effectivement, le poids des coutumes est très très fort dans des pays où il est mal vu que les femmes travaillent, où il est mal vu que les femmes ne soient pas en talons hauts pour aller aller au travail. On l'a vu au Japon. Et en même temps, dans ce pays assez emblématique, le Japon et la Corée du Sud sont des pays assez emblématiques de ce qu'on disait tout à l'heure, des affrontements de deux types de mouvements, c'est-à-dire vraiment des traditions extrêmement machistes, sexistes, où les femmes sont renvoyées au foyer et à l'apparence physique, et en même temps des nouvelles générations qui sont extrêmement actives, notamment sur les réseaux sociaux, en inventant des hashtags, en dénonçant les viols et le harcèlement sexuel, qui sont virales. Après ces dénonciations-là, on en entend beaucoup parler, et ça inspire aussi d'autres régions du monde, d'autres populations ailleurs dans le monde, à la fois par le type de choses qui sont dénoncées,
voilà, c'est plus tabou de dénoncer le harcèlement sexuel au travail, mais aussi par les modes d'action. Et on n'a pas forcément beaucoup parlé ce soir des modes d'action, mais les modes d'action sont aussi extrêmement inspirants d'une région à l'autre. Les chansons, les danses, la théâtralisation des mouvements de rue, les hashtags, les astuces aussi qu'on peut trouver pour s'exprimer sur les réseaux sociaux ou ailleurs avec des mots-clés, avec des petits trucs pour montrer qu'on est dans une dénonciation féministe, alors que les réseaux sociaux sont bloqués, comme par exemple en Chine, avec des astuces pour contourner la censure et faire passer quand même de manière virale les revendications féministes. Ça passe aussi beaucoup par les diasporas, c'est-à-dire les personnes issues d'un pays en particulier native ou dont la nationalité est d'un certain pays, mais qui vivent à l'étranger dans d'autres contrées où la censure n'existe pas, où la liberté d'expression est totale. Il y a aussi des relais comme ça. Les relais féministes permettent dans d'autres pays de consolider ce qui peut exister dans ceux où il est plus difficile de manifester sous peine de se faire emprisonner. Merci. Une question pour Sarah, peut-être. Est-ce que le fait d'agir sur la loi, donc que ce soit des politiques professionnelles dans l'état actuel des démocraties représentatives, des politiques professionnelles qui agissent pour que la loi évolue, c'est nécessaire mais pas suffisant. Donc, quelle est l'importance que tu accordes à ce travail-là législatif par rapport aux autres formes d'intervention dans la société, les associations, les corps intermédiaires éventuellement? Oui. C'est ce que disait Marie-Cécile tout à l'heure sur la question des traditions qui survivent aux lois. Donc, je pense que de toute façon, on a besoin d'avoir un travail qui soit systématiquement un travail de mobilisation qui permet la socialisation d'une évolution de la pensée. Et après, cette évolution de la pensée permet en général le vote de loi. Et je pense que si on prend le principe de la démocratie représentative, a priori, nos élus pousseront des politiques qui correspondent à des choses qui sont soutenues et voulues par la population, et en tout cas par les personnes qui les ont élus. Donc, c'est à la fois notre force et ça me semble aussi les conditions de l'acceptation de ces lois, qui est de travailler d'abord sur des mouvements pour pouvoir ensuite les traduire en politique publique. C'est aussi d'ailleurs la vision que nous, on porte à la Fondation Multitude, qui est de dire finalement, on n'a pas besoin de nouveaux visages, on a besoin de mouvements et de gens qui se sentent en capacité d'influencer les politiques publiques, et de ces mouvements émergeront des nouvelles figures politiques qui permettront finalement de transcrire ce qui se passe dans les rues, ce qui se passe dans nos mouvements, dans les institutions, et donc finalement d'ancrer ces mouvements qui auront émergé dans quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus pérenne. À mon avis. Justement, pardon, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la mesure où aujourd'hui la démocratie grince un peu, notamment en France, où il y a une déconnexion, c'est-à-dire de plus en plus de gens ne votent pas, donc les élus représentent de moins en moins de gens, donc comment est-ce que des mouvements féministes peuvent infuser et arriver à intégrer le jeu politique s'il y a cette déconnexion-là? Est-ce que ça ne peut pas non plus se faire par exemple, cette expérience qui commence à peine à naître, c'est les démocraties, la convention, les conventions citoyennes, par exemple, dans lesquelles, justement, qui sont des lieux où sont censés être traités, justement, ces sujets dits de société. Je n'aime pas beaucoup la distinction. Mais, Je pense que, alors, d'abord, pour moi, la seule, j'ai envie de dire, c'est la raison pour laquelle les gens n'engagent pas le politique, c'est parce que le politique, en tout cas au sens partisan de la représentation, n'est pas considéré comme un moyen d'action efficace. Et donc, c'est à nous, mouvement citoyen, de faire ce travail de pédagogie dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de mobilisation pour montrer à quel point, finalement, quand on ne vote pas ou quand on n'interagit pas dans l'espace électoral, on a des répercussions concrètes sur nos vies. C'est comme ça que Donald Trump a été élu et donc a restreint les droits des femmes et d'autres minorités aux États-Unis. C'est comme ça aussi qu'en France, on a vu des politiques publiques néolibérales qui ont un impact extrêmement important sur les personnes les plus précaires qui ont été votées. Donc, pour moi, il y a cette nécessité finalement de structurer des mouvements
qui ne se construisent pas en dehors de l'espace politique traditionnel et représentatif, mais à l'intérieur, tout en gardant leur indépendance. Et donc, pour moi, c'est vraiment le plus gros travail qu'on a à faire en tant que mouvement féministe, et je pense qu'on est en train de commencer à le faire, et je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est de ne plus être simplement dans une approche, je dirais, extérieure à l'espace électoral, mais d'être dans une approche à la fois, et je crois que Marie-Cécile t'en parle très bien dans le livre, est-ce qu'il faut être réformiste ou révolutionnaire? Et je pense qu'on a besoin à la fois d'avoir des personnes dans une posture plus révolutionnaire en dehors des espaces institutionnels et des personnes réformistes à l'intérieur. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les partis politiques, en particulier à gauche en France, si on peut prendre cet exemple-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des féministes qui ont pris la voie réformiste à l'intérieur des institutions et qui sont en train de pousser pour finalement un retour sur la représentation des femmes, mais plus généralement la prise en compte des questions féministes dans les partis politiques. Donc pour moi, les deux sont importants. Par rapport à ta question sur la Convention citoyenne et sur ces idées d'assemblée citoyenne qui sont pour moi une forme d'innovation démocratique qui est intéressante, pour moi, on ne peut pas mettre de côté la question du pouvoir. Et je pense que c'est ça, pour moi, la question fondamentale quand on se dit on veut faire de la participation citoyenne, c'est à la fin qui décide. Et donc souvent, ce qu'on voit, et c'est ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, et j'espère que ça ne se passera pas pour la Convention citoyenne sur la fin de vie, c'est qu'en fait, on a un soutien majoritaire de la population pour une transition juste qui implique des réformes qui mettent à contribution les personnes qui ont plus de ressources, mais qui permettent une transition écologique néanmoins. Et que ce soutien populaire, ce travail des 150 qui ont été dans cette convention, qui ont permis finalement de sortir des politiques publiques très ambitieuses, et je crois que personne ne s'attendait, en tout cas dans l'espace politique, à les voir arriver avec quelque chose aussi fort et aussi puissant, a été complètement, excuse-moi l'expression, mais mis à la poubelle parce qu'il y a eu une décision politique à la fin qui est une décision qui est que le président de la République et le gouvernement ont décidé de ne donner suite qu'à certaines de ces, et un très petit nombre de ces revendications. Donc pour moi, et j'ai l'impression qu'on s'écarte de la question du féminisme, mais finalement c'est très lié, on ne peut pas uniquement faire de la participation citoyenne pour mettre en place des politiques publiques, puisqu'aujourd'hui on a un fonctionnement institutionnel qui est que en France et dans d'autres pays, on a une représentation nationale qui vote des lois, et ce sont ces personnes à la fin qui prennent ces décisions. Le jour où nous aurons des conventions citoyennes qui sont décisionnaires et pas uniquement consultatives, peut-être que ces conventions citoyennes auront un impact plus important, sauf que pour faire ces réformes institutionnelles, on a besoin d'avoir des gens dans le système actuel qui vont aller les porter, et donc pour ça, on a besoin d'avoir un renouvellement politique. Donc pour moi, la question du rapport de force et du pouvoir, elle est fondamentale dans la question de la démocratie, et même si la participation de tous est importante, la question c'est quel pouvoir on peut exercer, quel rapport de force on peut exercer pour permettre de réformer éventuellement notre système politique pour qu'il soit beaucoup plus inclusif. Pour rebondir un peu là-dessus, on ne s'éloigne pas du tout du féminisme, dans le sens où le féminisme, les féminismes même, donnent les outils pour faire de la démocratie directe qui fonctionne. C'est-à-dire, tu citais en introduction Gloria Steinem qui dit le féminisme prend sa source dans le quotidien des femmes, c'est-à-dire faire... écouter les besoins des populations, écouter leurs attentes, écouter la manière dont elles décrivent le réel pour ensuite que ça soit sur l'agenda politique. Tout le monde a y gagné. Par exemple, les mots féminicide, double journée, charge mentale et même harcèlement sexuel, ce sont des mots qui viennent du terrain. Et dont on a su trouver les moyens de les faire remonter dans le discours politique et dans le discours médiatique. Et donc, les féministes, elles savent, partout dans le monde, d'ailleurs à toutes les époques, organiser des débats citoyens, repérer des thèmes essentiels pour ensuite qu'on puisse décider, vraiment là je parle de la décision politique, de les prendre en charge, de s'en occuper dans les lois et dans les textes que l'on prend. Et je crois aussi, c'est là qu'un certain nombre de gouvernements ne comprennent pas forcément toujours bien ce qui se passe dans la réalité concrète. Je ne parle pas forcément uniquement de la France, même si c'est le cas aujourd'hui quand même, je crois, mais dans d'autres pays du monde, y compris dans les régimes non démocratiques, il y a des attentes sociales énormes de prise en compte de ces enjeux-là, de ces enjeux de droits des femmes, de ces enjeux d'égalité, de ces enjeux d'émancipation.
à laquelle l'offre politique actuelle ne répond pas, et pourtant toute la société a y gagné. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est que, ça me fait penser à ça parce qu'il y avait la question sur l'Afrique. Dans l'Afrique du Sahel, 80% des agriculteurs sont des agricultrices. Ce sont les femmes qui exploitent les terres agricoles et qui donc finalement font marcher une grande partie de l'économie et permettent de nourrir une grande partie de la population. Mais moins de 10% d'entre elles possèdent les terres qu'elles cultivent. Ça veut dire qu'elles n'ont pas le pouvoir de décision sur la manière de gérer, d'organiser les récoltes, de prévoir la gouvernance agricole, la gouvernance locale, alors qu'elles ont ce savoir de terrain, elles ont cette expertise d'expérience qui permettrait, si on leur donnait plus de pouvoir, si on leur permettait plus globalement d'accéder aux instances de décision et à la propriété terrienne, d'améliorer encore plus le sort des populations. Tout le monde a à gagner finalement à être plus dans l'égalité. Et un autre exemple qui est très parlant aujourd'hui, et ça m'arrive très, très souvent d'en parler aux décideurs politiques. J'espère que moi, comme d'autres, ça pourra un jour infuser. C'est qu'aujourd'hui, on a dans un certain nombre de pays occidentaux d'énormes difficultés de recrutement. Il y a des pénuries de travailleuses, de travailleurs dans un grand nombre de secteurs économiques. Un des freins à ça, c'est la non-mixité des métiers. Parce que beaucoup de femmes hésitent à s'engager dans certaines formations et dans certains métiers parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas forcément être bien accueillies. Il va y avoir du sexisme où il n'y a pas assez de femmes, donc il y a aussi un effet repoussoir. Et c'est vrai aussi pour les hommes, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes ne s'engagent pas dans un certain nombre de formations et de métiers parce qu'ils s'attendent à trouver beaucoup plus de femmes que d'hommes. En France, par exemple, 16% des métiers sont mixtes seulement. 16% des métiers et des emplois sont mixtes. Mixte, ça veut dire, selon l'INSEE, qu'il y a 40% de chaque sexe. Mais ça veut dire qu'inversement, 84% des métiers ne sont pas mixtes. Et je lisais dans la presse il y a une quinzaine de jours un article, c'est dans Libé, je crois, qui disait que la féminisation de certains métiers, la médecine, les juges, etc., où il y a de plus en plus de femmes, décourage les hommes. La pharmacie aussi décourage les hommes quittent un certain nombre de métiers ou hésitent à s'y engager parce qu'ils ont peur d'un déclassement social et ils ont peur de perdre en salaire parce qu'il y aura plus de femmes. Donc la non-mixité des métiers, c'est vraiment, et des formations, c'est un enjeu majeur pour évidemment des questions d'égalité, mais aussi des questions d'efficacité économique, même si les deux... Le lien entre les deux peut être discuté évidemment, mais enfin, pour que toutes les sociétés aillent mieux, il faut se pencher sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est un levier d'entraînement vers d'autres types vers la réduction d'autres types d'inégalités de manière plus globale. Ça, c'est un des enseignements majeurs du féminisme. Et on pourrait même aussi évoquer les métiers qui sont largement féminisés, qui devraient être aussi masculinisés. On manque de main-d'œuvre, le service à la personne, et je parle même de l'enseignement. Etc. Mais alors, je voudrais revenir sur une chose que tu disais, pour passer ensuite la parole à Sarah, c'est sur les mots, en fait, je crois que c'est aussi très important. Tu montres bien là toutes les dimensions à la fois économiques, sociales, politiques des questions féministes et aussi de la dimension en termes de démocratie. Mais effectivement, ce qui est très important, c'est aussi le combat en termes de mots. Bon, quand tu disais comme ça qu'il y a des mots qui ont réussi à être imposés dans l'espace public. Le combat narratif, ouais. Tu dis ? Le combat narratif. Voilà, le combat narratif, ça me semble essentiel parce que en termes de politique, on assiste quand même à une chute très très forte de la gauche depuis de nombreuses années, à une montée de la droite et de l'extrême droite qui justement s'empare du combat narratif. Et il y a une inventivité de l'extrême droite sur ces termes, enfin sur le langage, les merdias, les social justice warriors, etc. Mais en fait, on pourrait aussi dire qu'il y a effectivement en face une très grande inventivité justement dans les mouvements antiracistes, dans les mouvements féministes. Donc ce qui me frappe, c'est comment expliquer que
cette inventivité-là n'est pas suivie de plus d'effets. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de backlash général où c'est plutôt les mouvements conservateurs qui prennent de l'ampleur au niveau politique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de connexion entre les groupes, les mouvements locaux qui inventent comme ça du langage, qui sont agissants et qui n'arrivent pas, ou en tout cas qui ne se connectent pas encore assez à des mouvements politiques nationaux d'ampleur, en tout cas, voilà. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. C'est très clair. D'abord, je pense qu'il faut qu'on relativise. Je crois que c'est une militante féministe qui disait ça. Je pense que là même, on crée un narratif qui dit on est en train de perdre. Alors que je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que je pense que c'est je dirais la massification du mouvement féministe qui crée la réaction. Et finalement, cette réaction, parce qu'elle est violente et parce qu'on la raconte, je pense que c'est aussi ça, nous paraît numériquement être plus importante que les avancées qu'on obtient. Donc, je pense que d'abord, ce narratif-là, il est peut-être à challenger et se dire que finalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a comme un effet, je dirais, à plusieurs coups. C'est-à-dire que la structuration aujourd'hui de la société civile, je dirais, cette nouvelle vague féministe, elle n'est pas encore complètement structurée politiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, un retard dans la traduction en termes de politique représentative et dans l'espace partisan qui est important. Mais malgré tout, je pense qu'elle est quand même sur une pente ascendante plutôt que descendante. Pour moi, la question, par contre, qui est posée sur la question du narratif, c'est un sujet auquel je m'intéresse énormément parce que je pense que là, pour le coup, on a besoin de se réinventer et on a besoin de sortir finalement d'une approche réactive de nos narratifs. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une avancée fondamentale sur la question des droits et j'ai envie de dire plus largement de la question des inégalités, des discriminations qui est assez importante, qui est liée à des grands moments comme MeToo, comme Black Lives Matter, etc. Et je parle dans le monde occidental parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut à chaque fois qu'on recontextualise pour être sûr de ne pas faire d'erreur de jugement, mais pour moi, il y a cette espèce de renouveau de ce mouvement a généré aussi une approche réactive au backlash qu'on a subi. C'est-à-dire que, je vais prendre sur la question des migrations, par exemple, ou voilà, sur la question du racisme, je trouve que c'est assez intéressant. On s'est retrouvés, et je prends encore une fois un point de vue français, avec des discussions autour des narratifs qui ont été imposés par l'extrême droite et par les mouvements conservateurs. Donc, par exemple, à discuter du grand remplacement, à discuter de questions qui ont été imposées par cette opposition. C'est exactement le sens de ma question. Et donc, on a fait, je pense, une erreur tactique, qui n'est pas une erreur fondamentale puisqu'elle est corrigeable, de vouloir répondre à ce backlash. Et je pense que nous, ce qu'on doit faire en tant que promoteurs et promotrices d'une société égalitaire, c'est ne pas répondre à ce backlash, mais de recréer nos propres narratifs, comme on a su le faire déjà dans le passé. Donc, notamment, je vois, il y a toujours un jeu, et tu parlais des jeux de mots, Marie-Cécile, dans les mouvements, comment on se réapproprie. Il y a toujours un jeu de se réapproprier le stigma ou de se réapproprier l'insulte pour pouvoir s'en moquer, etc. Donc, ça peut exister, mais il faut se poser la question de à quel point ça peut renforcer aussi les narratifs existants. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de penseurs qui réfléchissent à ça, notamment une stratégiste américaine qui s'appelle Anna Schenker-Osorio, qui est notamment l'artisane d'une nouvelle approche narrative aux États-Unis du lien entre lutte antiraciste, lutte féministe et lutte sur les questions climatiques, et qui dit que finalement, au lieu de répondre à ces narratifs, on a besoin de recréer ces nouveaux narratifs qui sont inclusifs et qui sont beaucoup plus positifs. Donc, ça veut dire de se reposer la question de la structuration de notre discours autour de ce pourquoi on se bat et pas simplement ce contre quoi on est. Ce qui est extrêmement difficile, hein, puisque naturellement, on aura tendance à dénier ou à renier ou à contrebalancer, notamment avec l'essor du fact-checking. Moi, je trouve que c'est un excellent exemple. On a trouvé dans le fact-checking un moyen de lutter contre la désinformation et contre du coup une forme de backlash démocratique. Et finalement, on sait que la répétition
d'un narratif et aussi, permet aussi son ancrage dans l'esprit des gens. Donc moi, je vais vous donner un exemple très concret qui est qu'on a eu des pétitions qui ont été lancées sur change.org à l'époque où j'y travaillais, qui étaient des pétitions finalement de désinformation, qui étaient des informations fausses. Et nous, notre première réaction a été, nous allons envoyer à toutes les personnes qui ont signé cette pétition un fact-check du Monde qui va leur permettre de voir que tout ça était une fausse information. Et finalement, la réaction a été absolument inverse. Et donc, tout le monde nous a dit, mais quelle est cette manipulation? Vous essayez de nous faire croire que ça n'est pas vrai, alors que c'est vrai, d'où la question complotiste. Donc, de la même manière, quand on répond finalement à ce backlash, quand on répond à cette désinformation, on la renforce. Et ça, toutes les études de linguistique cognitive le confirment. La répétition et l'utilisation d'un cadre narratif permet son renforcement. Donc, dans les mouvements féministes en particulier, j'ai l'impression qu'on a moins la problématique que dans les mouvements antiracistes, par exemple, ou dans les mouvements sur les questions migratoires, où on va reprendre des cadres narratifs existants, par exemple le cadre narratif qui dit que les personnes qui décident de venir en France ou dans d'autres pays européens pour des raisons qui sont les leurs, qu'elles soient d'ailleurs des raisons de sécurité ou simplement l'envie de vivre ailleurs pour avoir une vie meilleure ou pour simplement avoir une vie différente, de le remettre dans le cadre de l'intérêt économique, par exemple, pour notre pays. Quand on parle des questions féministes et quand on parle des questions... Est-ce que c'est suffisant comme discours narratif? Parce qu'il y a des livres qui parlent de ça. Ah oui, c'est les bienfaits, ce qui est vrai, les bienfaits de l'immigration, mais est-ce que ça suffit pour contrebalancer ce backlash justement Justement, en fait, sortons du contrebalançage et pensons à ce que nous, on veut promouvoir. Et ça, pour moi, c'est vraiment la suite de nos mouvements pour l'émancipation. C'est la réflexion sur quel avenir on veut, en fait. On a dit clairement ce qu'on ne voulait pas. Maintenant, quel avenir on veut, à quoi il ressemble et comment on s'astreint dans notre travail de mobilisation à systématiquement rappeler ce qu'on défend, puisque le mouvement néoconservateur est très clair sur ce qu'il défend. C'est un retour à la sécurité, c'est un retour à la famille, excusez-moi, mais travail, famille, patrie, en fait, on n'en est pas très loin. On l'entend aujourd'hui dans nos espaces. Et c'est pas un... Bien sûr, on est contre les woke et on est contre... Voilà, mais majoritairement, il y a quand même une défense de ce pourquoi on est. C'est ça. Alors, je crois qu'il nous reste 2 minutes, donc on va peut-être laisser le mot de la fin à Marie-Cécile, mais juste pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quelqu'un justement qui posait la question, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec la menace woke? Alors, je ne sais pas, Marie-Cécile, est-ce qu'il faut tenter de contrer ce récit qui est un récit narratif faux, parce que la menace woke, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, on a dit tellement tout et n'importe quoi sur les woke que il y a quand même plusieurs livres qui ont tenté de montrer que ça ne recouvrait aucune réalité. Et c'est plutôt, moi je parle pour ça dans mon petit livre Obsession identitaire qui est paru l'an passé, je parle de panique morale. C'est un concept de sociologie. Et voilà, les woke, c'est une panique morale pour moi, c'est-à-dire c'est un fantasme un récit qui met comme ça en scène le fantasme de la fin de la civilisation par les méchantes féministes, par les méchants antiracistes, et qui tord la réalité. Voilà. Marie-Cécile, peut-être, si tu veux. Oui, pas mieux. Pas mieux. Pour moi, le danger dans nos démocraties, c'est le fascisme, très clairement. Voilà, aux États-Unis, qui censure les livres, qui les interdit des bibliothèques, qui les retire des écoles, c'est l'extrême droite en Floride, au Texas et ailleurs. Dans le monde, qui s'attaque aux droits des femmes, aux droits des minorités, aux droits des plus fragiles, c'est soit les extrêmes droites, soit les régimes autocratiques et les dictatures. J'attends de voir les camps de concentration et les famines organisées par les wokistes dans le monde. C'était le 70e anniversaire de la mort de Staline et certains ont mis sur les réseaux sociaux que le wokisme, c'était le nouveau stalinisme. J'attends de voir ce que les féministes ont fait en termes de nombre de morts et de conflits et de guerres. On est plutôt là pour justement défendre les principes de paix, de tolérance, de bienveillance et d'écoute. Et encore une fois, peut-être on peut terminer par ça, parce qu'il nous reste quelques secondes. Je crois qu'un des sujets majeurs un des défis majeurs qui
qui doit être les nôtres dans les mois et les années à venir, c'est réhabiliter le débat, la discussion, la conversation pour refuser le bruit de la polémique et finalement l'insulte wokiste. C'est une insulte comme islamo-gauchisme, politiquement correct dans les années 80, etc. On voit que les mots changent, mais finalement c'est toujours la même chose. C'est refuser le discours émancipateur, refuser que de nouvelles voix prennent leur place dans l'espace public pour dénoncer un certain nombre d'injustices et pour promouvoir une société qui est plus bienveillante et plus égalitaire, la réhabilitation du débat, de la nuance, de l'argumentation contre le bruit de la polémique et les modèles économiques du clash et du buzz. Je crois que ce sont ça fait partie de nos priorités, enfin en tout cas ça fait partie des miennes, et c'est un grand défi, mais on va se battre aussi pour ça, et là-dessus le féminisme partout dans le monde a un certain nombre d'outils à nous donner pour aller dans ce sens-là. Voilà, je voulais terminer sur cette note positive. Moi j'ai un grand espoir quand même dans les nouvelles générations partout dans le monde qui nous apportent, qui nous bousculent, qui parfois nous énervent, et c'est très bien, c'est leur rôle. Et j'en parle dans l'ouvrage, et je sais que vous aussi vous en parlez dans vos travaux. Voilà, je voulais terminer là-dessus et vous remercier. Je voudrais remercier les équipes de l'IRIS, en particulier Nathalie Moreau qui fait un travail énorme pour l'organisation de tous ces événements. Un grand merci Nathalie et à tes collaborateurs et collaboratrices. Et merci Régis, merci Sarah d'avoir eu la gentillesse de discuter avec moi de cet ouvrage. Et je renvoie aussi à vos propres travaux. Régis, je crois que tu as un livre qui va sortir bientôt qui s'appelle Histoire mondiale de la race, bien entendu, au sens de la dénonciation des racismes. Je crois que c'est toujours bon à rappeler. Et puis Sarah aussi, tu as un certain nombre d'actualités qu'on peut suivre sur ton compte Twitter. Et donc voilà, je voulais avoir ce débat avec vous aujourd'hui parce que vous avez cette perspective internationale, cette perspective croisée qui me semblait assez judicieuse de pouvoir confronter avec la mienne. Voilà. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci Marie-Cécile, merci à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir.